de son cadeau de noces. Garde-le, mon fils, et ne t'en sépare point, quel que soit ton sort. Quand même tu serais dans le plus cruel dénuement, fais comme ton père, ne le dépense point. Et même à ces heures difficiles, songe que la nuit porte conseil, que la journée de demain ne ressemble pas toujours à celle de la veille, et conserve ton florin. Le jeune homme prit la pièce de monnaie, la serra dans sa bourse, en noua les cordons et l'enferma sous sa chemise, sur sa poitrine nue. Puis soulevant son bonnet, il baisa la main de sa mère et dit: Adieu, ma vieille mère, qui sait quand nous nous reverrons? Il fondit en larmes, se pencha vers sa mère, se laissant embrasser par elle, et la pauvre vieille le comblait de caresses, comme au temps où elle le berçait. Les autres femmes avaient fait cercle autour d'eux, et les enfants, plus d'un ayant les yeux rouges, regardaient ce tableau émouvant, le cœur navré. Le jeune homme se détacha enfin des bras de sa mère, échangea un baiser avec chacune de ses sœurs et avec ses parents tour à tour. Puis il s'éloigna lentement en direction de Chemernitsa, où était le camp du chef de l'armée serbe, Miloš Obrenović. D'un seul coup, j'ai réussi. Je suis fière de moi. Que veulent dire ces cris et ces lamentations devant la maison de Popovitch? Ah, j'ai 8 ans, bordel. Donc, que veulent dire ces cris et ces lamentations devant la maison de Popovitch? Demanda une passante qui venait d'Ikonia Markov et se rendait à Chemernitsa en traversant le village. Est-ce un mort que l'on pleure? Mais c'est Ilya Miloche qui s'en va rejoindre l'armée, et sa mère ne peut s'empêcher de sangloter, la pauvre vieille. Et quoi, on lui a pris son fils quand elle en avait déjà 3 sous les drapeaux? On dit qu'il ne se battra pas, il sera occupé dans les bureaux du commandant. Il a de l'instruction, une bonne écriture, et c'est pour cela qu'on l'a appelé. Oh, dans ce cas, il n'a rien à craindre, dit l'étrangère à voix haute, pour se faire entendre de la vieille. Puis elle ajouta plus bas. Le pauvre garçon n'a rien voulu dire pour ne pas affliger sa mère. Mais aujourd'hui, faire la guerre, c'est se battre, et il n'y a point de bras inutiles. Je ne sais pas, dit celle à qui elle s'adressait, mais je souhaite qu'il revienne. Elle se retira en hochant la tête. Qu'il revienne, et sans doute. Et je souhaite que mon Marco revienne aussi. Mais qui sait quelle sera l'issue de la guerre? Nous aurons bientôt à nous mesurer avec les Turcs, car nous devons nous affranchir de leur joug, ou nous périrons tous, écrasés par leur tyrannie. Et lentement elle remonta la route qui conduisait à Chemernitsa. Le soulèvement en masse de la Serbie fut décrété le 11 avril 1815, le jour des rameaux, dans l'église de Takoj. Miloš Obrenović fut choisi pour chef de l'insurrection. Turcs et Serbes en vinrent aux mains partout où ils se rencontrèrent. Les gouverneurs des vilayets turcs furent hors d'état d'étouffer la rébellion. Yahya Pacha se vit forcé de quitter Belgrade avec ses troupes et de se replier sur Chachak, point de jonction des routes de Karanovitz, d'Uznitsa et de Sienica. Yahya Pacha était le beau-frère et le lieutenant de Soliman Pacha. De Belgrade à Chachak, dans la région montagneuse aux alentours de la capitale serbe, il mit tout à feu et à sang pour semer la terreur parmi les insurgés. Ceux-ci l'attendirent à Kliještevica. Donc ceux-ci l'attendirent à Kliještevica et dans d'autres positions avantageuses. Tombèrent sur lui et lui infligèrent des pertes considérables, mais sans pouvoir couper ses communications avec Chachak. Dans la pensée du pacha, la prise de cette ville où était établi le quartier général de la révolte devait mettre fin à l'insurrection. Mais il comptait sans son hôte. Il n'eut pas plutôt fait son entrée dans Chachak qu'il s'aperçut que l'insurrection s'étendait sur la rive gauche de la Morava. Les insurgés s'étaient retranchés fortement sur les hauteurs de Siubitia, faisant face à Chachak. De la sorte, les Serbes révoltés occupèrent toute la gauche de la Morava, tandis que les Turcs étaient échelonnés sur la droite. À plusieurs reprises, les Turcs opérèrent des sorties, traversèrent la Morava, attaquèrent les Serbes et les forcèrent même à battre en retraite, mais ne purent jamais les mettre
complètement en déroute et encore moins écraser la rébellion. Tandis que ces événements se poursuivaient ainsi, sans issue décisive, un Turc monté sur un cheval brun sortait chaque matin de la forteresse et venait provoquer l'un des Serbes campés sur l'autre rive à un combat singulier. Allons, approchez, troupe de porcs, s'écria-t-il avec insolence. Nous verrons bien lequel de nos sabres coupe le mieux, lequel de nos fusils porte juste. Au vainqueur le pouvoir. Pourquoi vous cachez comme des lapins dans leurs trous? Il répétait ce défi chaque jour, et tous les Serbes étaient persuadés qu'ils avaient affaire à un homme habile et hardi. Mais le commandant de l'armée serbe avait interdit, sous des peines sévères, de répondre à la provocation. Un jour que ce nouveau Goliath se présentait, comme de coutume, au regard des insurgés et les excitait par ses gestes et ses cris à venir se mesurer avec lui, un jeune cavalier serbe chevauchant sur la route et suivant la rangée de saules qui borde la Morava, tenait ses yeux cloués sur le Turc. Les Serbes reconnurent avec anxiété que ce jeune homme n'était autre